Le 1er février 2003, la navette spatiale Columbia rentrait dans l'atmosphère terrestre après une mission de routine de 2 semaines lorsqu'elle a explosé, tuant les 7 astronautes à bord. Ce fut une tragédie horrible. Et malgré le fait que Columbia ait été une navette fiable pour l'exploration spatiale depuis les années 1980, cela a effectivement mis fin au programme de navette de la NASA. Alors, aujourd'hui, nous allons examiner comment la navette spatiale Columbia s'est désintégrée à 18 fois la vitesse du son. Le 16 janvier 2003, Columbia, la première navette à avoir jamais volé, effectuait sa 28e mission de routine. L'équipage de 7 membres était composé de Rick Husband, commandant, Michael Anderson, commandant de la charge utile, David Brown, spécialiste de mission, Kalpana Chawla, spécialiste de mission, Laurel Clark, spécialiste de mission, William McCool, pilote, et Ilan Ramon, spécialiste de la charge utile de l'agence spatiale israélienne. Columbia était idéale pour les recherches scientifiques. La navette, qui a effectué son premier vol en 1981, a réalisé 28 missions au cours de 22 ans. Elle avait accompli plus de 4000 orbites autour de la Terre en seulement 300 jours passés dans l'espace. Depuis l'explosion de Challenger, Columbia était devenue la navette principale du programme de recherche de la NASA, étant utilisée pour 11 des 15 vols des laboratoires Space Lab, le seul vol spatial du module double de recherche SpaceHub et toutes les missions de charge utiles en microgravité. C'était également la navette qui avait été utilisée pour déployer l'observatoire Chandra en 1999. La mission de cet équipage était de mener des recherches scientifiques en continu et ils ont réussi à le faire en réalisant environ 80 expériences au cours du voyage de 16 jours dans l'espace. Après 2 semaines d'expérience scientifique, l'équipe à bord de la navette a entamé le voyage de retour le 1er février 2003. L'engin a foncé vers la Terre depuis 60 000 mètres d'altitude à une vitesse pouvant atteindre 23 fois celle du son. En approchant du centre spatial Kennedy, il est apparu que quelque chose d'anormal se produisait. Le contrôle au sol recevait des relevés inhabituels de chaleur et de pression des pneus de l'aile gauche. Puis l'équipage et l'engin ont complètement disparu des communications radio et du radar. L'un des responsables des communications avec l'équipage de la NASA a appelé l'équipage pour discuter des anomalies. Le commandant de la navette, Rick Husband, a reçu le message et a répondu « Reçu » avant d'être complètement coupé. Le centre de contrôle de la mission n'a pas pu rétablir la connexion avec qui que ce soit à bord de la navette. La communication avec les navettes est parfois perturbée lors de la rentrée atmosphérique, mais cette fois, c'était différent. L'engin a disparu du radar du centre de contrôle et des traînées de fumée blanche ont envahi le ciel, annonçant la catastrophe pour Columbia et son équipage. Il existe un vieux dicton qui dit que Dieu est dans les détails. Ironiquement, on dit aussi parfois que le diable est dans les détails. Et c'était certainement le cas le 1er février 2003 lorsque Columbia a explosé. Aussi difficile que cela puisse être à croire, la cause de l'accident a finalement été attribuée à une seule petite section de mousse isolante. Un peu plus d'une minute après le lancement initial de la navette, des morceaux de mousse isolante sont tombés de la rampe bipode reliant le réservoir externe à la navette, comme le monde l'apprendrait plus tard. Alors que la navette était propulsée vers le haut à environ 875 km/h, la mousse a frappé l'aile gauche de Columbia, endommageant les panneaux du bouclier thermique en carbone qui y étaient fixés. Une fois cela arrivé, le sort de l'équipage était scellé. La navette et ses astronautes n'ont subi aucun effet néfaste dans l'espace. Mais une fois que Columbia est entrée dans l'atmosphère terrestre pour son voyage de retour, l'aile n'était plus protégée de la chaleur intense de la rentrée, qui pouvait atteindre jusqu'à 1650 degrés Celsius. L'aile s'est détachée, entraînant la désintégration, l'incendie et la dispersion de la navette. Le monde ne découvrirait les dégâts au bouclier thermique qu'après la catastrophe, alors que le centre de contrôle l'a su presque aussitôt. L'équipe au sol savait qu'un morceau de mousse s'était détaché, et une minorité pensait qu'une catastrophe était possible. Donc il fallait faire plus d'efforts pour identifier l'emplacement et l'étendue des éventuels dégâts. Cependant, l'équipe a finalement choisi une autre voie. Ils pensaient que si l'on découvrait que Columbia ne pouvait pas revenir sur Terre à cause des dégâts, eux et les astronautes seraient confrontés à un dilemme moral déchirant. L'équipage devait-il rentrer sur Terre et mourir dans une boule de feu lors de la rentrée atmosphérique, ou rester en orbite et mourir une fois l'oxygène épuisé? Sur son blog, l'ex-responsable de la navette Wayne Hale
a révélé que John Harpold, directeur des opérations, lui avait dit « Nous ne pouvons rien faire contre les dommages subis par le système de protection thermique. Si le système est endommagé, mieux vaut l'ignorer, je pense que l'équipage préfère ne pas le savoir. » Au final, Harpold pensait qu'il vaudrait mieux pour l'équipage de Columbia d'avoir un vol heureux et réussi, puis de mourir de façon inattendue lors de la rentrée, plutôt que d'apprendre leur situation et de rester en orbite en sachant qu'il n'y avait rien à faire jusqu'à ce que l'air vienne à manquer. Ce qui pourrait être l'aspect le plus tragique de toute cette affaire, c'est qu'après la catastrophe, la commission d'enquête sur l'accident de Columbia a déterminé que la navette spatiale Atlantis aurait pu être utilisée pour organiser une mission de sauvetage qui aurait peut-être permis de sauver l'équipage de Columbia. Cette opération, très risquée, n'aurait été possible que si les dégâts avaient été vite détectés et les préparatifs de sauvetage lancés immédiatement. Nous ne saurons jamais si un tel sauvetage aurait réussi, mais la décision prise a coûté la vie aux astronautes de Columbia et finalement causé la perte du programme de la navette spatiale pour la NASA. Ce n'était pas la première fois que de la mousse se détachait lors de vols spatiaux, cela était déjà arrivé plusieurs fois. En fait, cela arrivait si fréquemment qu'on a commencé à appeler cela couramment la perte de mousse. Cependant, comme cela n'avait jamais causé d'incident préoccupant auparavant, la plupart des ingénieurs de la NASA ont considéré le problème de la perte de mousse comme n'étant pas urgent. Cela dit, il y avait au moins un responsable technique de la NASA, Don L. McCormick Jr., qui a fait part de ses inquiétudes à Linda Ham, membre de l'équipe de gestion de mission. Malgré cela, elle a répondu que ce n'était pas un problème pour cette mission. Après l'accident, le champ de débris de Columbia s'étendait du centre du Texas à l'ouest de la Louisiane. Une équipe de plus de 25 000 professionnels et bénévoles a fouillé une zone de 2,3 millions d'acres pour récupérer tout ce qui pouvait rester de la navette Columbia. En raison de la taille et du nombre de fragments, des morceaux sont encore découverts aujourd'hui. En fait, en 2017, soit 14 ans plus tard, seulement environ 84 000 pièces, soit 40% de la navette Columbia, avaient été récupérées et étaient encore à l'étude. L'accident a eu lieu environ 1 an et demi après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center et le Pentagone. Le terrorisme était présent dans tous les esprits et l'idée d'un incident mécanique n'a pas été la première chose à laquelle les enquêteurs ont pensé. D'après Michael Hillman, agent spécial du FBI à Dallas, à l'époque le terrorisme préoccupait et il était impossible de l'écarter d'emblée. Beaucoup de personnes impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage après Columbia avaient également récupéré et trié les débris lors des attentats du 11 septembre. Le FBI a travaillé en étroite collaboration avec la NASA et a remis toutes les preuves à l'organisation une fois qu'il a été confirmé que le terrorisme n'était pas la cause. Après l'accident de Challenger qui avait entraîné la mort de 7 astronautes seulement 16 ans plus tôt, en 1986, la NASA avait juré de faire mieux. Finalement, ils n'ont pas tenu cette promesse. Le budget de l'organisation a été réduit de moitié dans les années 90, puis le financement a continué de baisser. Sous l'administration Bush, la NASA avait un budget serré, mais devait quand même mener des missions pour suivre le rythme des travaux sur la Station spatiale internationale. L'organisation hésitait à consacrer du temps à résoudre les problèmes. Henry McDonald, ex-directeur de la NASA en Californie, a déclaré « L'état d'esprit était « On a volé, eu un problème, atterri. Donc où est le souci? Il y avait une fissure dans l'aile, mais on s'en est sorti. Quelle est la prochaine mission ?» Alors que le Congrès et la NASA se rejetaient la faute, des responsables de l'organisation ont été limogés peu après l'accident. Les hauts responsables ont été remerciés et Wayne Hale, nommé numéro 2 pour les missions restantes de la navette. Il a été le seul membre de la NASA à s'excuser pour l'accident et à accepter publiquement la responsabilité de la banalisation de la normale. Il a dit « Après l'accident, lorsque nous reconstituions l'équipe de gestion de mission, je leur ai dit « Nous ne dirons plus jamais qu'il n'y a rien que nous puissions faire ». Des changements ont été apportés sous la direction de Wayne Hale lorsqu'il a pris la relève après la catastrophe de Columbia. Il a été responsable de changer les attitudes désinvoltes qui s'étaient infiltrées dans l'organisation au fil des années. « J'ai dit qu'il fallait d'abord mettre l'arrogance de côté », a-t-il déclaré plus tard. Il prenait très au sérieux toute préoccupation qui lui était soumise. Les listes de contrôle et règlements de sécurité ont été mis à jour. Les derniers vols de la navette se sont déroulés avec succès avant le retrait de la flotte en 2011. Malgré l'amélioration du bilan de sécurité de la NASA après l'accident,
La flotte de navettes vieillissait. Columbia avait été la première à voler en 1981 et la technologie de la flotte était tout simplement dépassée. Après la catastrophe de Columbia, le comité chargé d'enquêter sur l'accident a conclu que les navettes restantes devaient être remplacées dès que possible. Les 4 navettes restantes ont été envoyées dans des musées à New York, Californie, Floride et Virginie. La flotte de navettes étant hors service, la NASA s'est tournée vers Elon Musk et SpaceX pour une aide extérieure. Musk a déclaré sur le programme de navettes « Je me demandais pourquoi il n'y avait pas plus de progrès depuis Apollo. Actuellement, nous ne pouvons même pas envoyer quelqu'un en orbite terrestre basse. Cela ne correspond pas vraiment à ce qu'on voit dans les autres secteurs technologiques. Selon Musk, un ordinateur des années 70 occupait une pièce entière et était moins puissant qu'un téléphone portable. Il s'est demandé pourquoi, selon lui, la technologie spatiale n'avait pas progressé alors que d'autres secteurs technologiques l'avaient fait. La NASA et les sous-traitants gouvernementaux avec lesquels elle travaillait faisaient face aux mêmes problèmes qu'ils avaient toujours rencontrés, trop peu de moyens, trop peu de temps pour accomplir les tâches et trop de choses à faire. Musk et ses investisseurs n'avaient pas mopé ces problèmes et pouvaient trouver la solution la moins chère et la plus sûre sans la paperasserie bureaucratique, et ils se sont efforcés de le faire. Nous devrons attendre pour voir comment cela se passe. Mais aujourd'hui, les voyages spatiaux privatisés semblent être la tendance du futur. Dans l'après-midi du 25 juillet 2000, le vol Air France 4590 a quitté l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France. À destination de l'aéroport international JFK, le Concorde, ce jet à grande vitesse, a brusquement terminé son voyage dans un crash tragique et enflammé. Avant l'accident, le Concorde était considéré comme l'un des avions les plus sûrs au monde. Mais un parcours exemplaire n'a pas pesé lourd après la tragédie. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire tragique du Concorde, l'avion commercial le plus rapide jamais construit. Veuillez redresser vos sièges et attacher vos ceintures de sécurité. La vidéo sur le Concorde est prête à décoller. L'histoire du Concorde commence par une alliance entre la France et la Grande-Bretagne. En 1960, la British Aircraft Corporation et l'aérospatiale française ont uni leurs forces pour créer l'avion supersonique. La France et la Grande-Bretagne ont construit 20 avions ensemble, choisissant le nom Concorde. Ce nom vient du mot français pour l'harmonie. Mis en avant pour souligner l'effort collectif et le travail d'équipe dans la construction des avions, il est devenu synonyme de vol supersonique. Bien qu'il soit entré en service en 1969, il n'est entré en service commercial qu'en 1976. Un vol de Paris à Rio dans un avion supersonique peut sembler agréable, mais ses billets n'étaient des pas bon marché. Le premier vol du Concorde a eu lieu de Londres à Bahreïn. Le deuxième vol était de Paris à Rio. À ses débuts, les compagnies aériennes étaient fascinées par le Concorde. Son design élégant et sa rapidité ont convaincu beaucoup qu'il incarnerait l'avenir du transport aérien, mais ils ont vite changé d'avis en découvrant le prix. Il s'est avéré que les coûts de construction étaient plus élevés que prévu. Ce développement a fait que chaque avion coûtait plus de 21 millions de dollars en 1976. Cela équivaut à 97 millions de dollars actuels, un prix jugé élevé par certaines compagnies aériennes, bien que d'autres aient quand même acheté ces avions coûteux. Ensuite, elles s'en servaient surtout pour transporter des passagers à travers l'Atlantique. Ce n'était pas un avion luxueux, mais les compagnies visaient tout de même les riches. Un billet aller-retour de Londres à New York pouvait coûter jusqu'à 8 000 $. C'était les bons jours, surtout qu'un billet à 11 000 $ n'était pas vraiment rare, mais la vitesse compensait le prix élevé du billet. Voyager rapidement partout dans le monde est l'un des nombreux avantages du transport aérien. Mais voyager plus vite que la vitesse du son, ça, c'est une expérience. Pourquoi passer 7 heures dans les airs quand vous pouvez arriver en 2 fois moins de temps? Londres-New York en 3 heures, cela devait sembler une excellente affaire. Le premier Concorde à L Delta a atteint une vitesse maximale de 2180 km/h. C'est 2 fois la vitesse du son, ou Mach 2,04 pour ceux qui suivent à la maison. Dommage qu'il faille presque être un Rolling Stone ou très riche pour monter à bord. En parlant des ultra riches et des célébrités, faire un voyage à bord du Concorde supersonique était vraiment une expérience unique. Brian Lovegrove, ancien de British Airways, a décrit l'appareil comme bruyant, évoquant la sensation d'être sur un fauteuil de dentiste pendant sa montée jusqu'à 60 000 pieds. Les puissants moteurs se faisaient sentir jusqu'à la stabilisation de l'avion. Plus tard, Lovegrove a déclaré à The Atlantic
On ne se lassait jamais de le voir. C'était un plaisir à regarder et à entendre. Bien que l'avion volait à Mach 2 pour les passagers, le voyage à grande vitesse était plutôt confortable. Même Mick Jagger et Keith Richards des Rolling Stones ont beaucoup apprécié voyager à bord du Concorde. D'autres célébrités comme Barbra Streisand ou Richard Gere étaient d'ici connus pour réserver un ou deux vols transatlantiques. À bord de l'avion supersonique, les célébrités buvaient du champagne et grignotaient du caviar. Rien de tel que du caviar et des bulles à 2400 km/h. Même les cadres dirigeants de haut vol ont participé. L'ex-directeur commercial de British Airways, Neil Stebbing, aimait voyager en avion. À chaque réservation, il avait l'enthousiasme d'un enfant dans un magasin de bonbons lors de ses rares vols. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'une tragédie ne survienne. Comme toutes les grandes choses, l'éclat du Concorde a commencé à s'estomper et il est devenu moins populaire avec le temps. Les choses ont atteint leur paroxysme après un accident dévastateur le 25 juillet 2000. La tragédie a frappé lorsque l'avion a commencé à décoller de la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Des débris d'un autre avion qui venait de décoller quelques instants auparavant jonchèrent la piste. Le Concorde a roulé sur une bande en alliage de titane, provoquant l'éclatement d'un pneu. Des débris du pneu ont endommagé l'aile gauche. L'impact a propagé une onde de choc dans l'avion, rompant le réservoir de carburant numéro 5. C'était le début de la fin. L'avion a subi une défaillance catastrophique du moteur quelques instants plus tard, lorsque le moteur numéro 2 a dégagé une gerbe de flammes. Un arc électrique errant ou un contact avec des moteurs brûlants a pu enflammer le carburant qui fuyait rapidement. L'avion, trop rapide sur la piste, ne pouvait plus interrompre le décollage. Il n'est resté en l'air que quelques secondes. L'aile gauche, endommagée par le feu, a commencé à se désintégrer. L'aile droite a incliné l'avion à plus de 100 degrés, ce qui a fait perdre le contrôle à l'équipage. L'avion s'est écrasé, percutant un hôtel et un restaurant au passage. Toutes les personnes à bord sont mortes dans l'accident. Les 100 passagers, les 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol ont perdu la vie ce jour-là. Des années plus tard, une enquête a permis de faire la lumière sur ce qui s'était passé. 4 jours avant l'accident, l'appareil utilisé pour le vol 4950 avait récemment subi une réparation rapide. Il s'agissait d'une maintenance de routine et l'équipage ainsi que l'appareil étaient prêts à prendre les airs. L'avion en question avait déjà beaucoup volé, ayant accumulé près de 12 000 heures de vol et 4 900 décollages et atterrissages au cours de sa longue carrière. Le crash fatal du vol Air France 4950 n'a pas immédiatement signé la fin de la lignée Concorde. Les 13 Concordes restants de la flotte ont tous subi une inspection approfondie après l'accident. Les enquêteurs ont découvert d'importants problèmes de conception. Les compagnies aériennes devaient dépenser d'importantes sommes d'argent pour modifier les avions, en plus du prix du carburant, ce qui a pratiquement scellé le sort du Concorde. Une enquête plus approfondie sur le vol 4590 a conduit le tribunal français à condamner Continental Airlines pour homicide involontaire en 2010, les rendant responsables des 114 décès. Malgré le coût élevé du carburant et de la maintenance, le Concorde a continué à voler jusqu'à ce que le monde change. Malgré la tragédie du 25 juin, le crash du vol Air France 4590 n'a pas été le véritable catalyseur de la disgrâce du Concorde. Selon Chris Ivory, professeur à l'Institut de pratique de la gestion internationale, c'était le 11 septembre, mais utiliser le crash comme bouc émissaire était une meilleure position pour l'entreprise. Chris Ivory a déclaré à The Atlantic en 2015 que ce n'était pas vraiment le crash de 2000 qui avait mis fin au Concorde. C'était simplement le bon moment pour y mettre un terme sans embarras. Les attentats du 11 septembre 2001 à New York ont changé à jamais le monde de l'aviation. Les années suivantes ont vu une forte baisse du nombre de passagers aériens. Et le 10 avril 2003, British Airways et Air France ont retiré le jet supersonique près de 3 décennies après son premier vol. Eh bien, c'était génial tant que ça a duré. L'accident de 2000 a peut-être été le seul incident mortel impliquant le Concorde. Mais ce n'était pas la seule fois où quelque chose a mal tourné. L'appareil avait un bilan de sécurité étonnamment bon, mais des défaillances structurelles ont entraîné quelques autres accidents au cours de sa carrière. Le premier a eu lieu en 1989. La peau de la gouverne de direction s'est détachée à cause d'un problème d'humidité avant le décollage. Des passagers inconscients, voyageant de Christchurch à Sydney, ont entendu plusieurs bruits sourds en plein vol. Un vrai cauchemar à 6000 mètres d'altitude,
Il s'est également avéré qu'une construction médiocre de la gouverne de direction avait contribué au problème. En 1992, un vol de Londres à New York a connu une série similaire de bruits sourds et de vibrations. Le problème ? Vous l'avez deviné, la gouverne de direction souffrait des mêmes normes de qualité laxiste que celles d'il y a 3 ans. L'idée derrière le Concorde était excellente. Un avion supersonique qui représenterait l'avenir du transport aérien, ça sonne bien. Cependant, la réalité de la situation était qu'il n'était pas du tout rentable. L'accident et certains problèmes structurels ont certainement contribué à la chute de l'avion. Mais ce sont les coûts élevés de production et de maintenance qui ont finalement conduit à son immobilisation définitive. En raison de leurs coûts élevés, l'appareil n'a jamais été rentable. Ce n'est pas surprenant quand on considère le coût de plus de 1,5 milliard de dollars pour le développement. Les citoyens britanniques et français ont supporté une partie de la charge fiscale, mais l'appareil a perdu beaucoup d'argent lors de ses 6 premières années. Et cela n'a pas aidé que l'avion ait besoin d'autant de carburant. Le Concorde fait passer un SUV pour une voiture électrique en matière de consommation de carburant. L'avion était un véritable gouffre à carburant. Comparé au Boeing 747 et au 707, le Concorde consommait énormément de carburant. Le Concorde brûlait 89 000 litres de carburant pour 100 passagers lors d'un vol typique. Le 747, en revanche, utilisait seulement 59 000 litres pour transporter 4 fois plus de passagers vers la même destination. Lorsque la crise pétrolière a frappé en 1977, cela n'a fait qu'empirer les choses. Être un avion supersonique posait aussi d'autres problèmes. L'onde supersonique qu'il générait a inquiété des groupes de protestation à New York, selon le rapport du 8 février 1970. Dans un article de 1996 du New York Times, l'Association métropolitaine suburbaine contre le bruit des avions a exprimé son inquiétude concernant le bruit au décollage du Concorde, qui était 4 fois plus fort que celui d'un Boeing 747. Le bang supersonique de l'avion a causé des dégâts environnementaux et soulevé des inquiétudes sur le cancer de la peau. L'Association contre le bruit a adressé plus de 8000 lettres au gouverneur de New York pour protester contre l'autorisation d'atterrissage de l'avion à l'aéroport. Ils ont promis de se montrer perturbateurs si nécessaire, déclarant « Si nous avons combattu les Britanniques il y a 200 ans, nous pouvons le refaire ». La crainte des émissions d'ozone et d'autres polluants limitait l'accès de l'avion aux aéroports américains. Le Congrès, inquiet de la pollution de l'air, a restreint l'accès du Concorde aux aéroports américains. Et c'est ainsi que seuls 2 aéroports américains, l'aéroport de Washington Dulles et l'aéroport JFK de New York, ont jamais autorisé le Concorde à atterrir. Lorsque le Concorde a été retiré du service en 2003, il a laissé derrière lui un héritage de fierté et de progrès technologiques remarquables. Britanniques et Français étaient fiers que leur pays participe à un projet si avancé. Le monde entier était enthousiaste à l'arrivée du Concorde dans leur ville. Les pilotes affichaient leur fierté en brandissant des drapeaux depuis le cockpit, sous les yeux de milliers de spectateurs au sol. Quels autres avions peuvent se vanter d'avoir eu des paparazzis sur la piste pour photographier des passagers riches et célèbres? Probablement très peu. L'arrêt du service n'a pas empêché l'apparition de groupes de fans au cours des dernières décennies. Le groupe Facebook Save Concorde compte plus de 3600 membres et a pour objectif de remettre un Concorde en vol à des fins patrimoniales. Le groupe utilise la plateforme pour vanter les mérites du Concorde, écrivant « Nous croyons fermement que le grand public britannique et le reste du monde méritent d'avoir l'opportunité de voir le Concorde voler. Et à ce jour, il n'existe aucune raison technologique qui empêcherait la réalisation de cet objectif ambitieux. » Bien que le Concorde ne soit pas prêt de reprendre son envol de sitôt, l'avenir des vols supersoniques commence dès maintenant. Boom Supersonic travaille actuellement sur l'Overture, son avion supersonique du futur. Construite en 2022, dévoilée en 2025 et visant à accueillir des passagers d'ici 2029, l'avion cherche à ramener les vols supersoniques dans le monde de manière durable. Ils se sont déjà associés à United Airlines, Rolls-Royce et Japan Airlines, et beaucoup d'autres suivront. L'échec du Concorde a peut-être eu un impact négatif sur le développement des vols supersoniques, mais il semble qu'ils reviennent rapidement dans le monde alors que nous avançons vers l'avenir. Les fans du Concorde ne seront sûrement pas déçus. Vous imaginez probablement le mont Everest comme un paysage de montagnes vierges avec une vue spectaculaire dans toutes les directions. Mais la triste vérité, c'est que l'endroit est absolument infesté de cadavres. C'est parce qu'une fois qu'un malheureux alpiniste est gelé, son corps reste attaché à la montagne de façon permanente.
Et grâce à des chaussures très voyantes, l'un de ces corps est même devenu un point de repère célèbre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire tragique de Green Boots, le corps gelé sur le mont Everest que les alpinistes utilisent comme point de repère. D'accord, ne perdez pas votre Sherpa des yeux, car nous sommes sur le point d'atteindre le sommet d'une histoire étrange. S'élevant au-dessus de la chaîne de l'Himalaya, directement à la frontière entre la Chine et le Népal, avec un sommet qui atteint plus de 8800 mètres d'altitude, se trouve le mont Everest. Gravi avec succès pour la première fois par Edmund Hillary et Tenzing Norgay en 1953, la plus haute montagne du monde est depuis longtemps une destination pour les alpinistes souhaitant se mettre à l'épreuve et prouver leurs compétences. Le fait est que survivre à l'Everest demande beaucoup de compétences et plus qu'un peu de chance. Beaucoup de ceux qui ont tenté l'ascension se sont révélés insuffisants dans l'un ou l'autre de ces domaines et, par conséquent, ne sont jamais revenus. Parce qu'ils sont morts, au cas où ce ne serait pas clair. Rien que durant le siècle dernier, environ 330 alpinistes ont rencontré leur créateur en tentant d'atteindre le sommet de l'Everest. Ils ont succombé à divers dangers, notamment l'hypothermie, l'épuisement, le manque d'oxygène, les chutes et les avalanches, parmi d'autres périls. Et comme l'a dit un jour un journaliste de la BBC, quand l'Everest prend une vie, il la garde aussi. En effet, le nombre de corps sur l'Everest augmente chaque année à cause des alpinistes qui perdent la vie sur ces pentes. L'un des résidents non vivants les plus célèbres de l'Everest est connu sous le nom de Green Boots, grâce à, comme vous l'avez sûrement déjà deviné, ses bottes vertes. Avant son départ en 2014, il vivait à un endroit de la montagne que la plupart des randonneurs devaient traverser. Et en conséquence, Green Boots est devenu l'un des repères pour ceux qui montèrent les pentes. Bien qu'on ne sache pas exactement quand les alpinistes ont commencé à appeler le corps Green Boots, nous savons que sa première image vidéo connue a été prise en mai 1996 par l'alpiniste et réalisateur Matt Dickinson. Ces images ont servi dans le documentaire Summit Fever, qui affirmait que l'alpiniste décédé était originaire du Népal. Malgré cette affirmation, un consensus finirait par émerger, selon lequel Green Boots était en réalité un alpiniste indien qui est mort lors de la catastrophe de l'Everest en 1996. On pense que cet homme est très probablement le chef constable Tenzing Palge de la police indo-tibétaine des frontières, qui faisait partie de la première ascension indienne de l'Everest par son versant nord. On a aussi suggéré qu'il s'agirait du corps d'un autre membre de l'équipe d'alpinisme de la police des frontières à laquelle appartenait Palge, dont un seul sur 4 a survécu. En fait, le chef adjoint principal de l'équipe a affirmé dans ses rapports que le corps de Palge avait disparu, et donc Green Boots pourrait en réalité être le caporal-chef d'Orji Marup. Le corps de Marup, sauf s'il s'agit de Green Boots, reste introuvable. Bien qu'il soit impossible de savoir avec certitude à qui appartient le corps, Palge reste le candidat le plus probable. Palge, originaire de la région du Ladakh dans l'état indien du Jammu et Cachemire, a en fait grandi dans les montagnes et les connaissait bien. Après avoir terminé la 10e année, il a quitté l'école pour aider sa famille, rejoignant la police des frontières indo-tibétaines, ou ITBP. Et c'est avec cette ITBP qu'il a atteint ce sommet fatal qui lui a coûté la vie à seulement 28 ans. Si vous vous trouviez sur le mont Everest le 10 mai 1996, vous n'avez probablement pas été très loin ce jour-là. Une énorme tempête de neige a frappé la montagne, coûtant la vie à 8 alpinistes, dont Tenzing Pal. Lorsque tout fut terminé, la tempête de neige avait laissé derrière elle le plus grand nombre de morts en une seule journée dans l'histoire du mont Everest. C'était tellement grave que même certains guides expérimentés ont péri en tentant de sauver des groupes d'alpinistes. Plusieurs survivants ont depuis écrit des livres sur leur épreuve. Et Balthazar Kormákur a réalisé l'adaptation cinématographique Everest. En 2015, Green Boots n'y apparaît pas. Avant d'être retiré en 2014, toute personne approchant le sommet de l'Everest par le versant nord devait passer devant le corps de Paul Shore, situé dans une alcôve qui était devenue connue sous le nom de la grotte des bottes vertes. D'après l'alpiniste Noël Hanna, près de 80% des grimpeurs vers le sommet par le versant nord se reposent à la grotte des bottes vertes. Parce que cette petite enclave offre une certaine protection contre le vent, elle reste un endroit populaire où les gens peuvent s'asseoir, reprendre leur souffle ou même prendre une collation. Il devait être difficile de s'arrêter ici sans remarquer la personne décédée ou ses bottes exceptionnelles dans la grotte.
Maintenant, comme il était allongé si près du sentier, lors de certaines chutes de neige, les jambes de Green Boots s'étendaient en fait sur le chemin, et les autres alpinistes devaient l'enjamber pour passer. De nombreux alpinistes trouvaient troublant de devoir enjamber le corps d'un homme mort en tentant la même ascension, et certains trouvaient cela irrespectueux. Cet homme n'avait pas prévu de passer l'éternité en panneau indicateur. Indépendamment de son impact émotionnel, sa présence impossible à manquer et ses bottes vert citron distinctives ont fait de lui un repère macabre mais utile sur le sentier. Décédé à 8500 mètres du sommet, sa présence indiquait aux alpinistes leur proximité du but. En mai 2006, l'alpiniste britannique de 34 ans, David Sharp, est décédé dans la même grotte. En faisant de la randonnée seul, ce qui est déjà extrêmement risqué, Sharp tentait quelque chose de presque irresponsable. Il essayait d'atteindre le sommet sans utiliser de bouteille d'oxygène, un exploit généralement considéré comme dangereux même pour les Sherpas expérimentés. Sharp avait de l'expérience en alpinisme, mais n'était pas à la hauteur de sa tâche. On ignore s'il a atteint le sommet, mais Sharp est mort d'hypothermie alors que jusqu'à 40 autres alpinistes sont passés devant lui dans la zone de la mort. Les alpinistes emploient sans près cette expression pour désigner l'altitude où l'air devient trop rare pour la survie humaine. Et souvenez-vous, Sharp grimpait sans bouteille d'oxygène. Guinness n'a pas besoin de ton record du monde à ce point, mec. Des rapports affirment que de nombreux alpinistes n'ont pas tenté de l'aider, pensant qu'il s'agissait de Green Boots ou d'un randonneur déjà mort. Quand les gens ont découvert que Sharp avait besoin d'aide, il était déjà bien trop tard. À la demande de sa famille, Sharp a été déplacé 1 an plus tard, ce qui, soit dit en passant, n'est pas une tâche facile. Bien que les familles des victimes de l'Everest souhaitent ramener leurs proches, leur offrir des funérailles décentes reste rarement possible. Une fois que les corps sont gelés, ils posent plusieurs défis logistiques importants et deviennent extrêmement difficiles à déplacer. Enfermés dans la glace, ils restent non seulement collés à l'endroit où ils se trouvent, mais deviennent aussi beaucoup plus lourds. Rappelez-vous à quelle altitude certains alpinistes sont morts, rendant presque impossible pour une équipe de récupération de rester consciente en transportant un cadavre. C'est comme récupérer un corps au fond de l'océan. Descendre un corps de l'Everest nécessite le travail de plusieurs Sherpas, généralement 6 à 8, et pour être clair, les Sherpas ne travaillent pas pour rien. Un alpiniste, s'étant renseigné sur le retrait de Green Boots, a appris que cela coûterait environ 70 000 $ américains. Comme l'a dit un clown sage un jour, si tu es doué pour quelque chose, ne le fais jamais gratuitement. Ce prix élevé s'apparente à une prime de risque, car toute récupération est très dangereuse. Rien qu'en gravissant l'Everest pour faire ce travail, ces Sherpas mettent leur propre vie en danger, sachant très bien que s'ils meurent là-haut, personne ne paiera 6 à 8 autres Sherpas pour redescendre leur corps. Compte tenu du coût et de la difficulté de ramener un corps de la montagne, de nombreuses familles choisissent de dissimuler respectueusement les corps à l'abri des regards indiscrets le long du sentier. Bien que personne ne sache exactement combien de corps reposent encore sur le mont Everest, on estime leur nombre à environ 280. On pourrait penser que cette statistique serait mauvaise pour le tourisme, mais apparemment, devoir marcher sur un sentier littéralement jonché des corps de ceux qui ont tenté la même ascension n'est pas un si grand facteur de dissuasion. Près de 800 personnes tentant l'ascension chaque année, nous nous contenterons de notre tapis de course incliné, merci. D'après la base de données de l'Himalaya, la majorité des alpinistes meurent lors de l'ascension ou de la descente, et peu au camp de base. Et comme on pourrait s'y attendre, les archives révèlent que les étrangers sont bien plus susceptibles de perdre la vie près du sommet que les Sherpas expérimentés. Les victimes de la montagne restent souvent là où elles sont tombées. Rares sont celles à qui les alpinistes de passage donnent un surnom, car nommer le cadavre n'est pas un jeu très amusant. En 2014, des alpinistes sur l'Everest ont signalé que Green Boots avait disparu. En fait, des rapports indiquaient que de nombreux corps autrefois visibles sur le versant nord avaient disparu. Par exemple, une zone connue sous le nom de Rainbow Ridge, en raison des couleurs des vêtements sur tous les cadavres exposés, a été presque entièrement nettoyée. Les experts soupçonnent que l'effort a été entrepris par l'Association chinoise d'alpinisme tibétain et l'Association chinoise d'alpinisme. Les deux sont en partie responsables de l'entretien du versant nord, mais aucune n'a reconnu avoir nettoyé, sans doute pour éviter une mauvaise publicité. Au-delà de cela, il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour dire ce qui est exactement arrivé à ces corps.
En 2017, la présence de Green Boots a été signalée, mais ces alertes ont été rejetées après confirmation que son corps avait été recouvert par respect et l'est toujours. Puissent ces bottes enfin connaître la paix. La 4e dimension fut l'une des séries américaines les plus durables. De son introduction mythique à la façon de parler imitée de son animateur-créateur. La 4e dimension a montré à toute une génération ce que la science-fiction réfléchie et perspicace pouvait être. Puis, dans les années 1980, elle a été adaptée en long métrage et la catastrophe est survenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la fascinante histoire vraie de la tragédie du film La 4e dimension. La 4e dimension était une série télévisée diffusée de 1959 à 1964. C'était l'idée originale du scénariste Rod Serling. La série a duré au total 5 saisons et a présenté les premières apparitions de nombreuses futures superstars telles que Dennis Hopper, William Shatner et Robert Redford. La 4e dimension a su conquérir le cœur et l'esprit des Américains de tous horizons. Au début des années 1980, tout Hollywood parlait de ramener la 4e dimension. Finalement, Steven Spielberg a été engagé pour s'occuper du reboot. Alors que des discussions existaient pour ramener la série à la télévision, Spielberg a finalement choisi de solliciter certains réalisateurs hollywoodiens et de porter le chef-d'œuvre de Rod Serling au cinéma. Spielberg a décidé que le film La 4e dimension serait un remake de 3 épisodes de la série originale et d'une toute nouvelle histoire inédite. Les réalisateurs choisis pour le projet étaient John Landis, Joe Dante, George Miller et bien sûr Spielberg lui-même. John Landis a été chargé de réaliser Time Out, basé sur l'épisode classique A Quality of Mercy de la série télévisée La 4e dimension. Le vétéran des seconds rôles, Vic Morrow, a été choisi pour incarner Bill Connor, un homme profondément raciste qui, dans un retournement karmique du destin, est mystérieusement renvoyé dans le passé, passant d'une époque à l'autre. Il incarne successivement un juif durant la Seconde Guerre mondiale face aux nazis, un homme noir face au Ku Klux Klan, puis un Vietnamien pendant la guerre du Vietnam. Il se retrouve à protéger 2 petits-enfants des troupes américaines. À l'origine, la fin de Time Out montrait que Bill Connor restait sans remords tout au long de l'histoire. Cependant, après que le studio a exprimé ses inquiétudes, Landis a ajouté une scène où Connor sauve les 2 enfants de tirs imminents, risquant sa propre vie, donnant ainsi un peu plus de profondeur au personnage. Son personnage dit « Je le jure devant Dieu, je vous protégerai », ce qui deviendra un présage ironique. Pendant la pré-production du film, Landis et son équipe ont dû résoudre rapidement et discrètement un problème de conception. Ils devaient trouver comment filmer des séquences incroyablement complexes et longues avec des enfants. Le Screen Actors Guild imposait des règles strictes pour les enfants dans les films, dont un couvre-feu strict. Quelqu'un dans l'équipe a suggéré que, pour contourner cette exigence, il pourrait engager 2 enfants non syndiqués et les payer comme figurants. Landis a accepté. Les parents n'ont pas été informés de la présence ni des dangers potentiels de l'hélicoptère avant le tournage. Landis et son équipe ont terminé une prise vers 22h30 le soir en question. Les enfants ont été renvoyés auprès de leurs parents. Puis vers 2h30 du matin, une prise avec une explosion massive a été réalisée que le pilote d'hélicoptère Dorsey Wingo a jugée extrêmement dangereuse. Les machines à pluie rendaient son travail difficile à effectuer en toute sécurité. Wingo a demandé à son copilote comment il devrait informer le réalisateur de leurs difficultés. Mais avant qu'il n'ait eu la chance de s'exprimer, Landis s'est approché d'eux en disant « J'ai besoin que vous voliez plus bas, j'ai besoin que vous vous rapprochiez ». Ils ont d'abord exprimé des hésitations, mais Landis, muni d'un porte-voix, a crié sur les hommes. Le véhicule en question était un hélicoptère Bell, un Iroquois mieux connu sous le nom de Huey. Dire que cet hélicoptère était robuste et capable d'assurer ses cascades est exact. Il avait d'ailleurs été testé au combat lors de la guerre du Vietnam. Cette nuit-là, il filmait la scène finale où Morrow traversait une rivière peu profonde, d'environ 1,50 mètres de profondeur et 6 mètres de long. Il devait transporter les 2 enfants acteurs à travers la rivière, poursuivis par des soldats américains. Enfants et parents ont été appelés sur le plateau pour la séquence. Il existe des rapports contradictoires sur ce que Dorsey Wingo,
un véritable vétéran de la guerre du Vietnam, pensait réellement qu'il allait se passer. Certains disaient qu'ils croyaient qu'il n'y aurait pas d'explosion, d'autres pensaient le contraire. Alors qu'il s'apprêtait à tourner, un membre de l'équipe de production a exprimé son inquiétude en disant que c'était trop dangereux à filmer, moment où John Landis s'est retourné, a souri et a dit « Vous n'avez encore rien vu ». L'hélicoptère de Wingo planait à environ 7,5 mètres du sol. Le plan prévoyait que l'hélicoptère survole les acteurs traversant la rivière, atterrisse sur une zone de terre, puis que Vic Morrow et les deux enfants s'y précipitent pour la scène finale. Au lancement de l'action, Wingo a pivoté l'hélicoptère de 180 degrés pour préparer l'atterrissage. Cependant, un mortier mal synchronisé a été tiré, heurtant la queue de l'hélicoptère et la détachant. L'hélicoptère est parti en vrille et s'est précipité vers le sol. À ce moment précis, Morrell avait accidentellement laissé tomber Chen dans l'eau. Il a essayé de la rattraper mais n'a pas pu réagir assez vite. Les acteurs sont morts sur le coup. Morrell et Lee décapités par les pales de l'hélicoptère, Chen écrasé par la machine. Le plateau a été fermé après l'accident et les parents des deux enfants ont été emmenés d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ils pleuraient et criaient sans cesse. Le personnel a constaté leur état de choc. L'affaire a pris de l'ampleur, le public et les médias scrutant de près les événements de cette nuit. Les infos sur Landis, les méthodes de contournement des lois du travail et sa citation « Vous n'avez encore rien vu » ont marqué les journaux télévisés du soir durant des mois. En octobre 1984, le Conseil national de la sécurité des transports a fait état de la tragédie et une enquête a été ouverte. En mars de cette année-là, l'administration fédérale de l'aviation venait d'établir des règles encadrant l'usage des aéronefs pour les productions de films et de télévision. Cependant, les nouvelles réglementations ne concernaient que les avions à voilure fixe, pas les hélicoptères. Le Conseil national de la sécurité des transports a recommandé un amendement aux réglementations pour inclure les hélicoptères, ce qui a été accepté en 1986, mais cette mesure est arrivée trop tard et était insuffisante. Il y avait eu des morts, le public exigeait justice. La tragédie et l'indignation publique liées à l'accident sur le tournage de la 4e dimension ont entraîné une action civile et un procès pénal contre les réalisateurs qui ont duré des années. En 1986, un procès d'État a eu lieu. John Landis et ses complices ont été inculpés de 3 chefs de négligence grave et de 3 chefs d'homicide involontaire pour décès dans des circonstances illégales. Un premier procès a été lancé. Il a été rejeté pour manque de preuves, mais ensuite, en cour d'appel, il a abouti à un procès complet devant jury. Les jurés du procès étaient bu sous une observation intense et, à un moment donné, ils ont même été emmenés sur le lieu de l'accident pour assister à une reconstitution des événements en question. Landis est resté stoïque et silencieux durant le procès. Interrogé sur le visionnage des images avant le procès, il a répondu seulement 2 fois. « C'est très difficile pour moi de les regarder ». Le père de Mika Lee, Daniel Lee, a témoigné qu'il avait entendu Landis demander au pilote d'hélicoptère de voler plus bas. Les 4 parents ont affirmé n'avoir jamais été informés de la présence d'explosifs ou d'hélicoptères sur le plateau. Ils ont tous affirmé qu'on leur avait répété plusieurs fois que personne n'était en danger lors du tournage. Landis, Folsey, Wingo, le directeur de production Allingham et le spécialiste des explosifs Paul Stewart ont témoigné. Les supérieurs ont reconnu l'embauche illégale de mineurs, mais ont affirmé n'avoir rien fait de mal durant le tournage. Ce fut une bataille acharnée. La première salve de la défense affirmait que les parents des enfants étaient des menteurs, qu'ils inventaient complètement des histoires. Harlan Brown, l'avocat de la défense, a dit cela. Ils nieront avoir su qu'il y aurait un hélicoptère et des effets de spéciaux dans une scène dont ils avaient vu une scène similaire 5 heures auparavant. Nous ne pouvons pas expliquer cela car M. Folsey leur a tout dit. Un témoin indépendant était présent et une autre famille recrutée, dont les enfants étaient remplaçants, a aussi tout appris. Au cours du procès, la défense a demandé à plusieurs reprises l'annulation du procès, mais cela a été refusé. Donna Schumann, assistante de production, a témoigné qu'elle pensait que les créatifs savaient exactement ce qu'ils faisaient et a entendu George Folsey dire qu'il risquait la prison pour avoir laissé des enfants aussi près des explosifs. Le procès a continué, les parties devenant de plus en plus conflictuelles. Chaque jour, après la suspension de l'audience, la défense et l'accusation se tenaient dans le couloir
et traitait l'autre camp de menteurs devant une multitude de caméras des médias. Finalement, les accusés ont été acquittés lors du procès de 9 mois qui s'est déroulé de 1986 à 1987. Le procureur a ensuite affirmé que l'un des principaux motifs d'acquittement du jury était qu'on leur avait, d'une façon ou d'une autre, menti. Que John Landis allait réaliser un film sur le procès et qu'il allait les engager pour jouer leur propre rôle. S'il voulait voir le film être réalisé et y apparaître, il devait logiquement l'acquitter car il ne pouvait pas le réaliser derrière les barreaux. Est-ce que c'était vrai ? Bien sûr que non, mais le jury aurait entendu cela et quoique Landis griffonnait sur un bloc-notes pendant le procès, ils le remarquaient tous ensemble en supposant qu'il écrivait une scène pour ce film mythique. Alors, qu'en est-il des familles des victimes ? Dit Rohr. La famille de Marrow a réglé une affaire civile à l'amiable en moins d'1 an. Les familles des enfants ont touché des millions de dollars dans plusieurs procès civils, ce qui n'a évidemment pas atténué l'horrible douleur de perdre un enfant. Landis a parlé de l'incident en 1996 en disant « Il n'y avait absolument aucun aspect positif dans toute cette histoire. La tragédie, à laquelle je pense chaque jour, a eu un impact énorme sur ma carrière dont elle ne se remettra peut-être jamais. » Son attitude pendant le procès, sans remords, a définitivement mis fin à son amitié avec Steven Spielberg. Lorsqu'on lui a posé la question, Spielberg a répondu « Aucun film ne vaut la peine de mourir pour lui. Je pense que les gens s'opposent beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant aux producteurs et réalisateurs qui en demandent sans trop. Chacun a le droit et la responsabilité de dire « couper » si quelque chose n'est pas sûr. » À sa sortie, le film La 4e dimension n'incluait pas les scènes tournées avec Moreau et les 2 enfants en train de traverser la rivière. La magie de scènes extrêmes a plus en commun avec les cascades de casse-cou qu'avec des illusions soigneusement élaborées. Ces praticiens marchent sur une corde raide, au sens figuré et parfois littéral, pour offrir un spectacle palpitant au public. Mais défier le destin peut avoir des conséquences désastreuses, et même les magiciens ne sont pas à l'abri des accidents mortels. Alors, aujourd'hui, nous allons évoquer 10 numéros de magie maudits qui se sont terminés en tragédie. Très bien, tout le monde, choisissez une carte, n'importe laquelle, enfin, sauf celle-là. Royden Joseph Gilbert, raison de Raisondel Gniesta, un nom aussi élaboré que les ambitions de l'homme, a tenté de suivre les traces de l'illustre magicien Harry Houdini. Se produisant sous le nom plus simple de Gilbert Gniesta, son numéro était centré sur le numéro d'évasion du bidon à lait, un tour devenu synonyme du nom de Houdini. Mais Houdini est mort tragiquement, et Gniesta était sur le point de découvrir jusqu'où cette inspiration pouvait le mener physiquement. Le tour était simple. Gniesta serait enfermé dans un grand bidon à lait rempli d'eau, apparemment laissé pour se noyer à moins qu'il ne puisse s'échapper. Comme chez Houdini, le numéro utilisait un mécanisme caché permettant à l'artiste de sortir du bidon discrètement. En 1930, lors d'une représentation à Francfort, dans le Kentucky, la catastrophe a frappé. Le bidon à lait de Gniesta, endommagé pendant le transport, avait une bosse qui rendait le mécanisme d'évasion inutilisable. Alors que le public, inconscient du danger, observait, Gniesta luttait dans la boîte. Quand ses assistants ont compris le problème, il était déjà trop tard. Malgré leurs efforts frénétiques, Gniesta s'est noyé. Sa mort est un sombre rappel de la dangerosité réelle des numéros d'évasion, ce qui explique en partie pourquoi ils sont en grande partie tombés en désuétude depuis, David Blaine mis à part. Charles Rowan, mieux connu sous le nom de Karl le magicien, affrontait le danger avec une témérité sans borne, comme tous les magiciens les plus cools. Son numéro ne reposait pas sur des illusions ni sur des tours de passe-passe, mais sur l'adrénaline. Le numéro emblématique de Rowan consistait à s'échapper d'une camisole de force alors qu'une voiture fonçait droit sur lui. Un tel numéro exige un timing encore plus précis qu'un numéro d'évasion dans un bidon à lait. Mais malheureusement, lors d'une représentation en Afrique du Sud en 1930, le timing de Rowan était mauvais. La voiture l'a percuté à 72 km/h avant qu'il ne puisse se libérer. L'impact lui a été fatal et Rowan est décédé devant un public horrifié. Espérons qu'il n'y avait pas d'enfants présents. Mais soyons honnêtes, il y avait beaucoup d'enfants présents. La mort de Rowan illustre un thème récurrent des accidents magiques. L'artiste prêt à risquer sa vie pour divertir. C'est aussi un rappel que dans des situations risquées, une fraction de seconde peut séparer l'événement le plus impressionnant du pire que vous ayez vu.
Comme tout magicien ou fan de Christophe Nolan peut vous le dire, peu de tours de magie possèdent le mystère et le danger de l'attrape-balle. Le principe est simple mais extravagant. Le magicien semble attraper une balle tirée d'une arme à feu, défiant la physique et le bon sens. Cependant, la longue histoire de ce tour est jalonnée d'accidents et de morts, ce qui lui a valu la réputation d'être l'une des illusions les plus mortelles de la magie. Ce ne sont jamais les magiciens que l'on souhaite voir partir, pourtant, l'une des premières 100 victimes recensées de ce tour fut Madame Delinsky, qui se produisait aux côtés de son mari au début du XIXe siècle. En 1820, lors d'une représentation en Pologne, 6 soldats furent recrutés pour participer au tour. Chaque soldat reçut l'instruction de charger son fusil avec une cartouche à blanc, mais une erreur humaine s'est produite. Un des soldats, qu'il ait été nerveux ou simplement inattentif, a chargé une balle réelle. Le résultat fut dévastateur. Delinsky, qui était enceinte à l'époque, a été mortellement touchée sur scène. Sa mort a choqué le public et a terni l'image du tour de la balle attrapée, bien qu'il continue de fasciner aussi bien les artistes modernes que les spectateurs. Penn et Teller ont modernisé le tour en ajoutant des mesures de sécurité pour réduire les risques, tout en faisant une réflexion sur l'idée même des tours de magie dangereux. Sigmund Neuberger, connu dans le monde sous le nom du Grand Lafayette, était un magicien doté d'un sens du spectacle sans égal. Ses spectacles étaient opulents, ses illusions grandioses et ses secrets farouchement gardés. Mais en 1911, sa volonté de tout contrôler a contribué à sa fin tragique. Lors d'une représentation à Édimbourg de son numéro phare intitulé La Mariée du Lion, une lanterne de scène a déclenché un incendie qui a rapidement dévoré le décor élaboré. La panique a saisi la troupe et l'équipe technique, piégée par les strictes mesures de sécurité en coulisses imposées par Lafayette. Une seule sortie déverrouillée, précaution protégeant ses secrets, entravait désormais la fuite. Lafayette a brièvement échappé au brasier, mais il est revenu sauver son cheval, élément central de son numéro. Tous deux ont péri dans l'incendie. Dans un dernier rebondissement, les restes d'une doublure ont été découverts sous la scène. Ce type était vraiment dévoué. Le docteur Vivian Hensley, un dentiste australien passionné de magie amateur, a tragiquement appris les dangers de l'illusion en 1938. En réalisant un tour d'avalement de lame de rasoir devant sa femme et son fils, Hensley a réellement avalé la lame au lieu de la cacher dans sa manche, comme le veut normalement le tour. On peut comprendre cette erreur, avec plus d'entraînement, cela aurait pu être évité. Après avoir été transporté en urgence chez un médecin, on lui a fait avaler du coton dans le but d'amortir la lame et les chirurgiens ont tenté de la localiser, mais sans succès. Quelques jours plus tard, Hensley a succombé à ses blessures. Ce qui avait débuté comme une performance amusante s'est achevé en catastrophe, rappelant pourquoi il faut éviter les tours dangereux. L'histoire de Hensley montre les risques auxquels les magiciens amateurs font face quand un tour devient trop réel. Joseph W. Burris, un magicien en herbe qui se produisait sous le nom de l'Incroyable Joe, a cherché à honorer l'héritage de Houdini avec un numéro de sa propre invention. La nuit d'Halloween en 1990, Burris a tenté un tour où il se faisait enterrer vivant, s'enfermant dans un cercueil transparent sous 7 tonnes de terre et de ciment mouillé. Si cela vous paraît trop lourd, l'Incroyable Joe aurait aimé vous avoir dans son équipe. Contrairement à Houdini, dont les numéros étaient des illusions contrôlées, Burris a préféré les réaliser réellement, pensant peut-être que le plus grand magicien agissait autrement sans raison particulière. Tragiquement, le poids du ciment s'est avéré trop important pour le cercueil qui s'est effondré, l'écrasant à mort. Il est mort le 64e anniversaire de la mort de Houdini, ce qui, étant donné que la mort de Houdini pourrait avoir été le résultat de l'un de ses célèbres numéros, rend en quelque sorte hommage à cet homme. Chung-Ling Soo était un célèbre magicien chinois du début du XXe siècle, sauf que ce n'était pas le cas. Son vrai nom était William Ellsworth Robinson, un Américain blanc et assistant de magicien qui a emprunté le personnage de Chung-Ling Soo. Pour parfaire l'illusion, il portait beaucoup de maquillage pour surmonter sa gêne sur scène et évitait de parler pendant ses spectacles. Il maintenait même l'illusion en dehors de la scène en utilisant un interprète. Il est possible que vous connaissiez son histoire. Un personnage clairement inspiré par Robinson a fait une apparition remarquée dans le film de 2006, Le Prestige. Comme Christian Bale dans ce film, le magicien réel ne résistait pas à l'envie de s'amuser avec le fameux tour de la balle attrapée.
En 1918, alors qu'il exécutait le tour de la balle attrapé lors d'un numéro intitulé « Condamné à mort par les boxeurs », la catastrophe est survenue, ou plus précisément, une balle l'a frappé. Un défaut de nettoyage de la poudre résiduelle dans l'arme a provoqué le tir d'une véritable balle qui a transpercé Robinson. Sortant de son personnage pour la première et dernière fois, il prononça ces derniers mots en anglais « Mon Dieu, il s'est passé quelque chose. Baissez le rideau !» Et comme si elle obéissait à son ordre, le rideau est tombé sur Chung Ling-soo pour de bon. Jeff Rayburn Hopper, un magicien de Winona Lake, dans l'Indiana, a connu la tragédie en 1984 alors qu'il répétait une audacieuse évasion sous-marine. Son numéro exigeait qu'il se libère de chaînes alors qu'il était immergé en eau libre, un exploit destiné à démontrer son habileté, son courage et ses talents de nageur. Hopper a réussi à se libérer des chaînes, mais la nature s'est révélée un adversaire bien plus redoutable qu'il ne l'avait imaginé, ce qui est généralement la façon dont elle vous piège. Pris par des vents violents et une eau agitée, il a réussi à refaire surface, appelant désespérément à l'aide. Le sauvetage était impossible dans ce chaos et Hopper s'est noyé à 23 ans. Peut-être faudrait-il cesser les évasions aquatiques. Faut-il vraiment toujours parler de prestige ? Né en Suède, Johan Moller, connu sous le nom de Bala Braga, si vous êtes du genre audacieux, cherchait à éblouir le public avec La Mythe et la Flamme, un spectacle pyrotechnique où des assistants disparaissaient dans la lueur d'une bougie. Lors de son passage au Brésil en 1900, Bala Braga a rencontré un défi logistique. La région manquait du gaz nécessaire à son numéro pour produire la flamme. Imperturbable, il s'est tourné vers des sacs de gaz acétylène, une alternative volatile qu'il pouvait transporter facilement. Enfin, pas si facilement que ça, en fin de compte. Vous avez déjà vu ce film Sorcerer ? Résumé du récit, des gars transportent de la nitroglycérine dans la jungle. Mais restons-en au prestige. Comme nous l'avons mentionné, le gaz acétylène, tout comme la nitroglycérine, est extrêmement volatile. Une mauvaise manipulation, même minime, vous vaudra une nécrologie spectaculaire. Et pendant qu'il préparait le transport du gaz, la catastrophe a frappé Bala Braga. L'un des sacs de gaz a explosé, tuant le magicien et son assistant sur le coup. L'explosion a aussi grièvement blessé son manager, laissant la troupe et l'équipe bouleversés, témoins de la catastrophe. En 1840, le magicien Arnold Buck a trouvé la mort lors d'un numéro de capture de balles qui a mal tourné au Queen's Theatre de Londres. Nous devons classer le numéro de capture de balles avec l'évasion aquatique. Cela devient incontrôlable. Un volontaire a été invité sur scène pour manipuler l'arme à feu, ce qui est une partie essentielle de l'illusion de ce numéro. Mais lorsque le volontaire a reçu l'instruction de recharger l'arme avec une balle inoffensive, il a, soit par malveillance, soit par humour déplacé, inséré des clous dans le canon à la place. La représentation a viré au drame lorsque Buck a été mortellement blessé par des éclats, choquant le public. Pour ajouter à la scène macabre, l'assistant de Buck a révélé la fausse balle d'origine, prouvant que le tour avait été saboté par le participant dérangé. Encore une fois, comme dans Le Prestige. Même dans un théâtre public, les magiciens ne peuvent pas prévoir le comportement du public, d'où la présence d'assistants dans la foule, et pourquoi les clowns d'anniversaire ne font pas le tour de la balle attrapée. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà vu un tour de magie échouer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, regardez certaines de nos autres vidéos sur notre histoire insolite.